tous. Nous commençons donc Direct Marché avec notre premier invité, Cédric Lepoussy, fondateur du Cercle des Libéraux. Bonjour. Bonjour Géraldine. Ravi d'être avec vous ce matin. Merci. Alors on va parler un peu de politique d'abord. Oui. Deux scrutins fondamentaux attendent l'Europe cette semaine. Oui. Donc d'abord en Italie, dimanche, il y a les élections législatives. Et puis en Allemagne, quelques 460 000 sociodémocrates sont en train de voter oui ou non, et ce jusqu'à dimanche pour une coalition avec Angela Merkel. Pourquoi ces scrutins sont-ils fondamentaux pour l'Europe? Quels impacts peuvent-ils avoir? Alors, ces scrutins sont fondamentaux pour l'Europe parce qu'ils vont décider de l'avenir de l'Europe, notamment dans les grands projets européens, notamment sur la fondation la création d'un fonds monétaire économique. Pour qu'on puisse créer un fonds monétaire économique, il faudrait que les différents gouvernements puissent être d'accord. Si nous nous retrouvons avec des gouvernements populistes en Italie et en Allemagne, je pense qu'on aura du mal à trouver des accords sur les grands projets. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec l'élection italienne entre Forza d'Italia et Fratelli d'Italia, parce que Berlusconi ne peut plus être Premier ministre. Ça, oui, c'est une chose. Voilà. Donc, il faudra faire soit avec Forza d'Italia ou la Ligue du Nord, donc qui est Forza d'Italia, et avec la candidate d'extrême droite. Donc ça va être très très difficile, il faudra suivre ça de près. Alors les sondages pour le moment donnent l'extrême droite, la droite en tête, mais ça n'arrangera pas l'Europe, en espérant qu'ils vont pouvoir trouver une solution après ces scrutins. De toutes les façons, après le scrutin du 6 mars, l'Italie aura du mal à former un gouvernement. Pour le moment, avec les projections que l'on a, après on verra, est-ce qu'ils repartiront aux urnes, par la suite, mais je pense qu'ils le feront parce qu'on n'a pas le choix. C'est la même chose qu'on a vu en Allemagne. De toutes les façons, ça c'est les conséquences de la politique migratoire que ces différents gouvernements ont joué. C'est-à-dire, on a vu le nombre d'immigrants que l'Italie a accueillis, donc on a vu les différentes révoltes en interne dans le pays. C'est la même chose pour l'Allemagne avec la politique d'Angela Merkel qui aujourd'hui a des conséquences sur le plan politique. Je pense que ces pays ont été un peu isolés, notamment l'Italie et la Grèce, pour la question sur les immigrants. Il fallait peut-être que l'Europe donne un peu plus de temps, aide un peu. Mais là, on voit les conséquences. Donc ça va jouer très très important. Il faudrait vraiment que l'on le suive de près. Et il est primordial pour l'Europe d'être unie oui, au niveau monétaire, évidemment. Voilà. Et pas que, mais entre autres au niveau monétaire. Et cela, ça dépend que des élections en interne, encore une fois de plus. Alors, si Merkel arrive à terminer son mandat, ce sera une bonne chose, parce qu'entre-temps, on aura les élections européennes aussi, en France. On verra le parti qui pourra gagner les élections européennes. Et si en Italie, ils arrivent à trouver un accord pour un gouvernement, ce serait bien. Au moins, on aura l'espoir qu'il y aura des arrangements en interne, il y aura des manœuvres qui vont permettre d'avoir un gouvernement, des élus pro-européens au Parlement européen. Parce qu'actuellement, avec la projection que l'on a, si on se retrouve avec des partis extrême droite, extrême populistes plutôt, en Italie et en Allemagne, les populistes sont plutôt des eurosceptiques. En fait, ils incarnent plutôt l'esprit. Ce sera très très difficile. Ils sont contre l'Europe. Contre l'Europe, voilà. Et donc, du coup, ça va bloquer beaucoup de processus européens, notamment dans l'harmonisation économique et politique. Et en France, comme vous le disiez, en mai 2019, il y aura aussi des élections européennes. Ah oui. Et là, pour ces élections, la France va revenir aux listes nationales, comme c'était le cas jusqu'en 2004. Il n'y aura donc qu'une seule circonscription au lieu de 8. Oui. Est-ce que justement, du coup, vous pensez que les Français vont pouvoir aller plus massivement voter? C'est un peu pour lutter contre l'absentéisme. Alors, quand on regarde le dernier sondage qui a été fait par l'Ipsos, notamment sur l'adhésion aux Français aux partis politiques, les citoyens restent toujours réticents aux partis politiques. Ceci dit, aujourd'hui, avec toutes les problématiques européennes, tous les sujets, c'est l'Europe qui a son mot à dire. Donc je pense que la réorganisation de l'élection européenne est une bonne chose. Ça permettra en fait aux gens, à motiver les gens à aller dans les urnes pour voter. Ça, c'est un. Deuxième chose, ça apportera plus d'éclaircissement aux citoyens, de voir qui est pro-européen ou bien qui n'est pas pour l'Europe. Mais les partis eurosceptiques, ils auront une voix, ils pourront s'exprimer plus. Aujourd'hui, quand on regarde, on ne sait pas c'est quoi la position des Républicains. Est-ce qu'ils sont plutôt eurosceptiques ou pro-européens? Ils ont du mal à se situer. En Marche, on le sait déjà, d'ailleurs on a vu le sondage, oui. En Marche a donné des tensions des votes de 26%, il me semble, si j'ai bonne mémoire. Mais avec cette organisation de l'élection européenne, ça va apporter
apporter plus d'éclaircissement, il y aura plus de clarté et de visibilité pour le citoyen. Parce qu'aujourd'hui, vous demandez à n'importe quel citoyen qui sont élus européens, il aura du mal à vous dire. Et pourtant, les citoyens vous rejoignent tout le temps. Et on verra aussi la participation à ces élections européennes. C'est peut-être qu'il y aura plus, s'il y a plus de participation, c'est bien pour tout le monde. Mais s'il y a moins de participation, c'est pas bien. Donc, la participation, elle joue comment l'élection est organisée. Je pense que c'est une très bonne chose. Après, il faudra voir comment ça va se passer. Et il y a un autre changement aussi qui attend l'Europe, oui. Mais ça c'est aussi pour 2019, c'est le successeur de Mario Draghi, qui est le patron de la BCE. Deux noms pour l'instant se profilent. Oui. Ce changement à la tête de la Banque Centrale Européenne avoir forcément un impact sur la politique économique de l'Europe. Ben oui, oui, elle aura un impact sur ça c'est sûr qu'elle aura un impact sur la politique économique de l'Europe, mais ce changement, pourquoi il aura de l'impact, ça dépendra du prochain président de la Banque Centrale Européenne. Alors pour le moment, on dit que c'est les sondages, l'allemand Jens Veenman. Voilà, Jens Veenman, je sais pas. Voilà, qui est le patron de la Bundesbank. Voilà. Ou alors l'espagnol. Alors, je pense que comme le vice-président, le Parlement européen, il me semble, la semaine dernière, a voté pour la candidature de l'Espagnol pour la vice-présidente de la Banque Centrale Européenne. Il me semble que la présidence de la Banque Centrale Européenne sera pour l'Allemand ou pour un autre candidat, mais de l'Europe du Nord, pour apporter un peu d'équilibre. Ça, c'est une chose. Et une fois, comme on sait la rigueur du président de la Banque Centrale, de la Banque allemande, je pense que ça va être différent. C'est pour ça qu'il faudrait que, en politique, les courants politiques que l'on a au sein du Parlement européen soient vraiment dans la même direction. Ouais. Ça c'est un. Et deuxième chose, avec qu'ils soient pro-européens, pas eurosceptiques. Voilà, sinon on va bloquer beaucoup de processus. Et puis deuxième chose, on voit la différence aujourd'hui qu'il y a entre l'économie réelle et le marché de la finance. Il y a un écart assez important. Donc si jamais on a une crise, si on n'a pas une harmonisation notamment dans les grands projets, si on ne monte pas un fonds monétaire européen, si on ne restructure pas le système bancaire européen, on est très mal, même si on sait que nos banques en France, la BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole, se portent bien, ils ont fait des très bons chiffres, mais ce n'est pas pour autant que dans l'ensemble, l'Europe est à l'abri si demain il y a une crise. Et quand on voit la différence qu'il y a aujourd'hui entre l'économie réelle et le marché financier, les écarts qu'il y a, c'est la volatilité du marché, ça c'est très dangereux si demain on a une crise. Il y a ça. Du coup, le successeur de Mario Draghi devra absolument faire quelque chose. Oui, on l'a vu même, excusez-moi Géraldine, vous avez vu cette semaine le discours du président de la Fed, comment les marchés ont réagi. Donc on attend, tout le monde attend qui sera le prochain président de la Banque Centrale Européenne. Si c'est l'Allemand, on voit à peu près quel type de politique il va mener. Donc, et selon vous, il est urgent de réformer le système. Oui, il faut vraiment le réformer. Si on a une crise, voilà, il faut le réformer parce que non, on n'est pas vraiment armé. C'est les réformes fiscales, la relance de l'économie, notamment par les prêts, les crédits. Quand on voit le nombre de crédits qu'on a dans notre société, ça fait peur. C'est que demain, s'il y a un crash, les citoyens, ceux qui sont détenteurs de crédit, on est très mal. Donc pour ça, il faut protéger les citoyens européens. Mais pour protéger les citoyens européens, il faut un fonds monétaire européen qui va remplacer le MES, vous savez, le mécanisme économique qui avait été mis en place pour essayer d'apporter un certain équilibre sur la zone euro. Mais on va voir, on reste optimiste. Pourtant, nos banques se portent quand même plutôt bien, comme vous l'avez dit. La Société Générale, malgré l'affaire de Kerven, s'est bien portée. Pareil pour BNP, malgré son amende, sa lourde amende, se porte bien. Crédit Agricole se porte bien. Donc finalement, on a quand même besoin de réformer le système bancaire. Oui, parce qu'entre-temps, il y a eu la digitalisation des banques qui est arrivée. Aujourd'hui, c'est facile d'avoir un prêt bancaire. C'est très facile avec les banques digitales. Mais sauf que les gens ont encore besoin de contact humain. Les gens, ils ont besoin de contact humain, notamment sur la gestion de leur patrimoine, notamment quand vous faites un prêt de 300 000 ou 400 000 euros. Donc c'est vraiment très, très important. Et quand on voit le nombre d'agences que la Société Générale a fermées, que le Crédit Agricole a revu sa structure, même la BNP Paribas, donc l'arrivée des banques digitales sur le marché, c'est bien, mais ça entraîne aussi une forme d'instabilité. Vous avez vu les taux directeurs, comment les différentes banques, la Fed et la Banque Centrale Européenne ont agi. Tout ça, ça apporte une instabilité. Et puis, il faut dire aussi une autre chose, notre dette publique.
La dette publique, elle est très élevée, elle est très importante. Donc si on ne trouve pas des ajustements, et aujourd'hui les seuls ajustements, il faut dire les choses, c'est que c'est sur le plan européen. Il faudrait que l'Europe arrive déjà à avoir une harmonisation sur sa politique monétaire. Et pour ça, il faudrait qu'en interne déjà, les politiques arrivent à être d'accord sur certains projets. On le voit, on le parlait tout à l'heure des différentes banques. Donc la Banque de France, ça va être sa réaction au niveau de toutes les banques, la Société Générale, la BNP Paribas. On voit qu'ils font des efforts, les grandes banques, hein, mais il y a encore beaucoup de petites banques. Est-ce qu'il ne faudra pas à un moment donné, c'est dangereux ce que je veux dire, que les grandes banques absorbent les petites banques, qu'on ait une seule grande banque ou 3 grandes banques, et ça c'est la même chose dans tous les pays européens. Mais l'avenir nous dira, on verra. L'avenir nous le dira. Merci Cédric Leboussi d'être passé sur notre plateau de Boursorama et TV Finance. Je rappelle que vous êtes fondateur du Cercle des libéraux. Merci Géraldine.